Bonsoir, il démarche par téléphone et insiste sans relâche pour obtenir un rendez-vous à domicile. Ces commerciaux sans scrupules ciblent en priorité les personnes âgées et fragiles pour leur extorquer parfois des dizaines de milliers d'euros pour des panneaux solaires ou des travaux d'isolation. J'ai l'impression qu'il nous a eu au baratin. J'ai même des voisines qui me le disaient. Maman Jeanne, vous allez vous faire rouler. Et ils se sont pas trompés. Hein. Abus de faiblesse, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Ce soir, vous suivrez aussi une aventure humaine pleine de rires, de doutes et d'émotions fortes. La préparation d'écoliers de 10 ans à un concours d'éloquence. Enfin, nous reviendrons sur cet incroyable scénario digne d'un polar. Le journaliste Jamal Khashoggi a-t-il été assassiné par un commando saoudien dans un consulat ? Si vous voyez débarquer chez vous des démarcheurs qui vous proposent des travaux d'économie d'énergie pour un investissement de 1 ou 2 euros, méfiance. Ils sont souvent très persuasifs pour vous vendre des panneaux solaires, des pompes à chaleur ou des éoliennes. Vous signez et c'est là que les ennuis commencent. Car derrière ces contrats se cachent des crédits au taux très élevés et ce sont parfois les économies de toute une vie qui s'évaporent. Abus de faiblesse, c'est une enquête de Perrine Bonnet, Olivier Gardette, Louis Marquez et Carrie Manette. C'est une spécialité française. Bonsoir madame. Avez-vous une dizaine de minutes à m'accorder? Alors déjà, nous on est un petit peu moins cher, vous voyez, ça c'est la bonne nouvelle. Chaque foyer est démarché par téléphone 4 fois par semaine, en moyenne. Donc est-ce que cette étude vous intéresse? Intéressé ou pas? Pour être honnête avec vous, monsieur, moi je vous ai appelé parce que j'ai reçu votre dossier. Les 2/3 des appels ont pour but de vous vendre des panneaux solaires, des pompes à chaleur. J'envoie un technicien qui est en mesure de vous préconiser des solutions ou des nouvelles technologies pour faire des économies. Je suis là pour confirmer et vous donner le nom du technicien. Merci beaucoup, monsieur. Une fois sur 100, le commercial réussit à décrocher un rendez-vous à domicile. Certains ciblent les personnes âgées, qu'ils repèrent à leurs prénoms anciens. Robert, Claudine, des proies plus faciles à piéger. Nous allons vous raconter des histoires de démarchage qui virent à l'arnaque. Des histoires de porte-à-porte qui vont parfois jusqu'à l'abus de faiblesse. Sur les petites routes de la Sarthe, il a le code de la consommation pour guide et son passé de policier dans le rétroviseur. J'étais ici à la direction départementale des renseignements généraux et j'y ai passé une vingtaine d'années. À la retraite, Christian Maury continue de se battre pour que la loi s'applique. Celle qui protège les consommateurs des dérives des vendeurs à domicile. En fait, c'est une forme de délinquance qu'on... Ah non, c'est pas une forme de délinquance. C'est de la délinquance. Là, vous êtes déjà entre... Vous n'auriez jamais employé ce terme-là pour un hold-up, pour une attaque de banque. Vous n'auriez pas dit c'est une forme de délinquance. Non, c'est de la délinquance. Il s'est engagé comme bénévole à l'UFC Que Choisir du Mans. Après 400 mètres, tenez la droite. Les victimes sont de plus en plus nombreuses. Pour nous le montrer, Christian nous embarque à la rencontre de particuliers piégés par de fausses promesses d'économie d'énergie. C'est un patelin de toute beauté, ça, ici. Une tournée des arnaqués. Bonjour, monsieur. Bonjour. On s'est vu. Chez les Barlow, toute la famille est encore chamboulée. Allez-y. Depuis qu'un démarcheur a tenté de leur vendre des travaux d'isolation. Bonjour, madame. Voilà, bonjour monsieur. Il a regardé partout, il est monté au grenier en nous disant qu'il n'y avait pas assez de laine de verre, quoi. Le commercial a d'abord inspecté leur maison de fond en comble et prétend que toute l'isolation est à refaire. Ah oui, il y a de la laine de verre partout, hein. Oui, il y a effectivement de la laine de verre, hein.
puisque ce sont entre guillemets des professionnels, ils doivent s'apercevoir qu'elle est déjà parfaitement isolée. En fait, ils n'en tiennent pas compte et ils partent tout de suite du principe que la maison, il faut l'isoler. Ouais, ça, c'est... Jacques et Michel se laissent pourtant embobiner par le beau parleur. Mais je crois que c'est oui, c'est chez vous. C'est vous. Justement, c'est ce qui m'a trompé, parce qu'il avait l'air gentil, sérieux, un gaillard plus grand que moi, plus fort que moi, et je vais même me faire un coup d'un genre de limonade, quoi. Puis il est venu, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Il y avait quelque chose qui ne devait pas gazer, sans doute. Et puis, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui à un moment? C'est parce qu'il nous a dit que ça nous coûterait que 1 euro. Ça ne coûterait pas cher, c'était une petite cabine. 1 euro la facture, c'est l'argument implacable du commercial qui leur promet des aides d'État. Sur 6 mètres de large. En attendant d'être remboursés, ils doivent juste souscrire un prêt à la consommation. 9 495 €. J'ai l'impression qu'il nous a eu au baratin. Parce que quand il nous dit qu'il va demander une subvention, qui revient 2 jours après en disant que c'était accepté, j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide, moi, déjà. Les gens pensent qu'il y a réellement des aides d'État. Puis quand quelqu'un vient vous expliquer qu'avec ces aides, vous ne paierez que 1 euro, il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Ben voilà. Vous aurez le bonjour à ces dames, là-bas. Heureusement, ils se sont rendus compte de l'arnaque juste à temps. Bonne soirée, au revoir. Et ont pu se rétracter. À 20 minutes de là, un autre couple a eu moins de chance. Vincent et Catherine, le chanteur, ont déjà signé pour 36 000 € de panneaux solaires qui fonctionnent mal. Parce qu'en fait, j'ai un module qui fait que de sauter. Là-haut. Oui, alors donc quand il y en a un qui saute, la totalité... en fait, on perd plus de la moitié de la production. Oui. Ces panneaux ne produisent pas assez pour rembourser l'investissement et le prêt que le commercial leur a fait souscrire. 250 € par mois sur 12 ans. Et toujours les mêmes combines. Vous, j'espère qu'ils ne vous ont pas parlé de crédit d'impôt. Si. Ah bah si, on l'a eu ça. Et si, ils nous ont dit qu'on allait avoir le droit à 1 400 € de crédit d'impôt. Déjà, le crédit d'impôt pour les panneaux photovoltaïques, ça n'existe plus. Et depuis, je pense, 5 ans, au moins 4 ans. Donc quand ils parlent de crédit d'impôt, là, c'est un élément constitutif d'une infraction. C'est mensonger. C'est mensonger, absolument. Avant de venir, ils nous avaient bien dit qu'ils n'avaient rien à nous vendre. Qu'on n'avait rien à dépenser non plus. Que tout allait être financé par la production de l'électricité, alors que c'est faux. Elle est comment votre situation financière aujourd'hui? Elle est presque dans le rouge, quoi, on va dire. Même des fois, elle est dans le rouge. Ça vous pourrit la vie, quoi. Chez moi, mes enfants, j'ai envie de les emmener en vacances, on peut pas, quoi. Quand il y a les enfants qui vous disent on n'a pas pu partir en vacances cette année, on ne sait pas quoi leur dire, quoi. La famille a porté plainte contre la société de démarchage il y a 1 an. Ils voudraient faire casser le contrat, ne plus rembourser leur prêt. L'affaire est toujours en cours. Pour terminer cette tournée de vie flouée, Christian Maury nous emmène chez une retraitée qui vit seule. Comment allez-vous? Ça va. Bon, vous avez fait beaucoup de routes? Un petit peu quand même. Un petit peu. Il y a quelques mois, elle s'est laissée convaincre d'installer cette pompe à chaleur. Voilà la machine. Et vous est facturé combien la pompe? Sans les intérêts du prêt et autres 18 000 €. Oh ah oui, alors... Les soudures sont peut-être en or. Hein. Certainement. 18 000, Très certainement. 18 000 €, c'est près de 2 fois le prix du marché. Et le comble, c'est qu'elle ne chauffe même pas la maison. Donc voilà, tous les petits documents. Voilà. Quand j'ai trop froid, je l'éteins et puis je mets la chaudière fioul. Est-ce que j'ai toujours mon devis? Madame Carrette a laissé passer le délai légal de rétractation de 14 jours. Parce que comme beaucoup de gens, elle n'a pas compris qu'elle avait signé un bon de commande ferme. On vous fait signer un document qu'on appelle document d'information précontractuelle. C'est-à-dire, une fois que vous avez signé ça, c'est-à-dire vous reconnaissez qu'on vous a correctement informé. Il est en double. Et sur le deuxième document, qui est identique ou presque au premier, là,
on a marqué bon de commande. À partir du moment où vous signez ce bon de commande, vous avez réellement une commande à votre nom. Je m'en veux terriblement d'être rentrée dans ce jeu-là, quoi, parce que c'est... J'aurais dû être plus méfiante. On sent que ça vous secoue. Ouais. Oui, oui, oui. Moi, je pense que ça brise des vies, ça brise des familles, ça abîme des fins de vie. Je suis désolé, quelqu'un qui a 70 ans, qui se retrouve avec un prêt important sur 12 années, vous vous rendez compte, pendant 12 ans, joindre les deux bouts difficilement, se priver de ceci, se priver de cela, parce qu'il faut rembourser ce foutu emprunt. On vous contacte, monsieur, afin de vous présenter de nouveaux plans d'action pour l'indépendance énergétique mis en place par le gouvernement et destinés à tous les propriétaires. D'accord. Des appels qui présentent un faux programme d'État pour des économies d'énergie. Christian Maury en reçoit, lui aussi. Il a bien voulu être notre complice en répondant au téléphone. Sans indiscrétion de ma part, monsieur, vous avez quel âge? 69. Et en recevant chez lui un soi-disant conseiller EDF. Vous aurez un passage d'un autre technicien, conseiller EDF. J'étais vraiment ravie de vous avoir monsieur. Sous l'œil de nos caméras cachées, le bénévole de l'UFC Que Choisir va se confronter à la technique de vente la plus redoutable du moment. Par rapport à un programme de l'État, d'accord, oui, du centre de transition énergétique, et bah vous êtes éligible à recevoir une étude. Il a mis sa veste bleue de faux agent EDF, ce prétendu technicien chargé d'une étude pour l'État qui n'existe pas. C'est en fait un commercial qui travaille pour une société privée. Oui, combien de gens par jour comme ça? Vous êtes le 4e. Il y a tellement de demandes en fait, tout simplement que... Et qui n'a qu'un but, vendre des panneaux solaires. 4 voire 5 études par jour. Bah, je vous présente l'étude, d'accord, et aujourd'hui le programme d'autoconsommation. Alors, je vous explique qu'est-ce que c'est. C'est parti pour une série de mensonges. C'est de se dire, si je monte un dossier, vous pouvez prendre un risque de faire des économies. Parce que nous sommes partenaires Solutions Habitat d'EDF, d'accord. EDF le précise sur son site, il ne signe aucune convention de partenariat sur des activités photovoltaïques. Et pouvoir aussi, justement, face à ça aussi, profiter de bénéficier des incitations fiscales telles que le crédit d'impôt, d'accord. C'est écrit sur le site du ministère, il n'est plus possible de bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'installation de panneaux solaires. Calculant tout simplement ce que vous déboursez déjà actuellement. Ensuite, il l'embrouille. Fonctionne grâce à l'index UV. UV, ce qui nous sert à bronzer. Depuis la catastrophe de Fukushima, la France a vu que ces centrales n'étaient plus aux normes. Ce lago, on le découpe en filamelles, ce qui va donner du vapeur. Le compteur va lui nous envoyer un code panne. Ces fluides-là, ils sont chauffés par rapport à l'UV. Au bout de 2 longues heures, je pense que vous voulez savoir combien peut-être ça coûte. Enfin, le cœur du sujet. Le coût du système, lui, il est de 27 900 € avant déduction fiscale. D'accord? Oui, ça demande réflexion, mais bon, ouais. À quoi vous voulez réfléchir? Vous voyez que concrètement, vous ne sortez pas 1 € de votre poche. Vous voyez bien. Ah non, mais vous rigolez, là, quand vous dites ça. Je vais imprimer ces machins-là. Quand Monsieur Maury quitte un instant la pièce, le commercial en profite pour déplier devant son épouse le formulaire d'un prêt pour financer l'opération, sans plus d'explications. Alors, je vais reprendre votre nom, madame Maury, si vous pouvez m'aider au niveau des remplissages. Oui. Alors, M-A-U-R-Y. Sans préciser que les taux de ces crédits peuvent atteindre 8% et engagent souvent sur une dizaine d'années, voire plus. C'est le moment où il faut fournir ses coordonnées bancaires, le moment où Monsieur Maury va mettre le holà. Je veux pas signer comme ça. 27 000 €, c'est pas rien. Et de dire comme ça, d'un seul coup, allez, on signe, on verra. Non, je veux répondre. Vous ne sortez pas ces 27 000 € de votre poche, monsieur.
Bon, donc je vous rappelle, c'est ça? Oui, ou on se rappelle quand? Moi, je vous rappelle. Je sais pas ce que va vous dire votre GPS. Ce vendeur-là accepte de partir sans agressivité, sans trop insister. Ce n'est pas toujours le cas. D'accord, pas de problème. Ça marche. Merci, monsieur Maury. Au revoir. Au revoir. Le démarchage prend parfois une tournure bien plus grave quand il s'attaque à des personnes âgées, fragiles ou isolées. Certains commerciaux ont fait de l'abus de faiblesse leur fonds de commerce. La façade de cette toute petite maison raconte à elle seule la descente aux enfers de son propriétaire. Une habitation modeste, bardée d'équipements. Panneaux solaires, pompes à chaleur, éoliennes. 118 000 € de matériel pour une maison qui en vaut 35 000. Michel Monceau, ancien ouvrier, s'est fait littéralement spolier depuis qu'un AVC l'a rendu vulnérable. Ils se sont amusés à avoir voulu tout changer, exprès, pour me faire payer. Oui, ça m'a été imposé de force. Sans que vous vous rendiez vraiment compte. Je m'en suis rendu compte, mais trop tard, après. Salut ma pupuce. À 68 ans, Michel Monceau est surendetté. Ça, c'était le tout premier dossier, ça. Et désormais sous curatelle renforcée. Il n'a pas de famille. C'est sa voisine Ludivine qui s'occupe de ses papiers. C'est un autre appel de huissier de justice où il reste 4 342 €. En tout, 4 démarcheurs se sont succédés chez lui. À chaque fois, ils lui ont vendu une installation et lui ont fait souscrire un prêt. Le troisième, il reste encore plus de 16 000 €. Le quatrième, presque 14 000 €. Aujourd'hui, avec sa retraite de 1 700 €, une fois tout remboursé, il ne lui reste que 200 € pour vivre. Une personne comme M. Monceau qui a une bonne retraite, et du coup, on a l'impression qu'ils font même plus attention au pourcentage à pas dépasser au niveau des prêts, et puis ils y vont à fond, ils se font plaisir, quoi. Et je pense que c'est pas le seul dans ce cas-là, de toute façon. Et les choses sont allées beaucoup plus loin. Quand un dernier commercial le démarche pour lui vendre l'isolation de son grenier. Mais vous savez dans quel état c'est, les travaux d'isolation qui ont été faits? Oui, je le vois, moi. Et ça tient pas. Il n'y a rien qui tient. La preuve, le premier coup de vent, c'est partir. C'est bon à refaire. Mais en attendant, ça a coûté du prix, quoi. Mais ça m'a pris de 8 000 €. Une fois les travaux faits, le vendeur se met à passer régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Il arrivait à me parler dans la manière que je puisse lui faire confiance. Mais vous, c'est des visites que vous attendiez un peu avec impatience, ces visites-là? Oui. Est-ce que il vous a sorti un peu de la solitude? C'était aussi ça? Un peu. Parce que j'étais seul. Et un jour, vous lui avez confié votre carte bleue et votre carnet de chèques? C'est lui qui servait. Il s'est servi. Il savait où est-ce que ça se trouvait. Le carnet de chèques et puis la carte bleue. Il s'est servi. Sur des enregistrements de vidéosurveillance, on voit Michel Monceau hagard devant le guichet d'une banque, accompagné du commercial, manifestement à la manœuvre. Il aurait détourné près de 32 000 € pour son usage personnel sur les comptes du retraité. À la vue de tous, il retirait même de l'argent avec sa carte bleue, sans que la banque ni personne ne s'en soit inquiété. Michel va finir par appeler à l'aide en allant frapper pour la première fois à la porte de sa voisine Ludivine et de sa mère. Oui, Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Vous vous rappelez lorsque j'étais venu? Oui, je me rappelle quand vous étiez venu, oui. Il fallait vraiment que vous soyez très affaibli pour que vous veniez nous voir. Oui. Parce qu'on se disait bonjour. Heureusement que vous étiez là. Oui, quelque part. Le retraité n'a plus accès à son argent
c'est le commercial qui lui dépose de temps en temps un paquet de pâtes ou de riz. Il n'avait pas mangé depuis un certain temps. Donc il n'était pas comme là aujourd'hui. Hein. Donc c'est là qu'on s'est dit, bon, on va lui donner un bon repas déjà pour le soir. Monsieur Monceau, il a su vous dire que c'était un commercial qui lui amenait à manger? Ce soir-là, il a su Il nous a pas dit nous dire que c'était un commercial, il nous a dit c'est une personne qui m'amène à manger. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais je trouvais ça très bizarre. Il s'est arrangé certainement pour venir dans la journée, pour que de façon que personne ne voyait rien. Avec l'aide de ses voisines, Michel a finalement trouvé le courage de porter plainte contre le démarcheur. Nous avons cherché à le rencontrer. C'est un homme d'une trentaine d'années, commercial depuis 7 ans. Bonjour. Vous êtes monsieur? Oui, c'est moi-même. Travaille pour France 2, pour le magazine Envoyé spécial. Il ne sait pas qu'il est filmé. Donc je trouvais ça important. Sans complexe, il nous raconte les dérives de sa pratique. Pas de 6 semaines. Hein. Moi, j'ai arrêté l'armée, je suis sorti d'usine, je savais pas quoi faire, j'ai eu une annonce sur le Bon Coin. C'est l'appel de l'argent. À l'époque, on vendait 20 000 €, on avait 2 000 € sur 20 000 € et vous n'avez pas de diplôme. J'avais des salaires que des directeurs de PME n'avaient pas. On va du toit de la maison jusqu'en bas. On crée un besoin et à la fin, on a tellement créé le besoin, avec une solution financière, avec le bagou, on vous vend un truc que vous n'avez pas besoin. Je suis un très bon parleur. Des fois je dis des conneries, des fois je dis des bonnes choses, mais je suis un très bon parleur. Et ça, vous l'avez en vous, de toute façon, c'est comme du charme. Hein. Et monsieur Monceau, ce qu'on vous reproche, c'est pas seulement d'avoir fait signer des contrats, c'est aussi d'avoir à un moment pris la main sur ces... Ouais, il m'a demandé de prendre sa carte, d'aller au distributeur, de lui ramener des courses, de lui ramener de l'argent, ce que j'ai fait. Au bout de 40 minutes de conversation, il reconnaît même avoir abusé de la faiblesse de certains de ses clients. Et vous pensez qu'à un moment, vous avez quand même franchi une sorte de ligne ou pas? Pas faire l'apologie de ce que j'ai fait, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais parce qu'on est toujours en abus de faiblesse, en permanence. Peu importe qu'il soit caractérisé par la justice, on a un abus de faiblesse, bien sûr. Ce commercial a été jugé le 3 septembre dernier, ici même, au tribunal de grande instance du Mans. Pour les faits commis sur Michel Monceau, le propriétaire de la petite maison suréquipée, et sur 2 autres personnes âgées. Madame Eugène, 76 ans, est la seule à s'être déplacée. Elle aussi avait été démarchée par ce même commercial sans scrupules en 2010. Au fil de ses visites, il aurait détourné plus de 100 000 € sur ses comptes en banque. Comment vous expliquez qu'il ait réussi finalement à obtenir votre confiance? Ben oui, je sais pas. C'est un monsieur qui me paraissait bien devant moi et puis derrière, et ma fille, elle me le disait toujours. J'ai même des voisines qui me le disaient. Mme Eugène, vous allez vous faire rouler. Et ils se sont pas trompés. Hein. Toutes les semaines, il m'amenait son linge à laver, à repasser. Et monsieur, il fallait que ça soit tout nickel. Alors maintenant, vous savez, la conscience, je ne compte plus dans personne. Mes enfants... confiance à personne. Ah non, c'est fini. Le démarcheur a écopé de 3 ans de prison, la peine maximale. Parce qu'il est en récidive. Il a déjà été condamné 2 fois pour abus de faiblesse. Ce jugement de la Cour d'appel d'Angers précise même qu'il avait interdiction d'exercer une profession commerciale. Maître, est-ce que je peux vous poser une petite question? Juste une, mais je ne peux pas vous répondre sur le fond du dossier. Pourtant, ce jour-là, pour justifier son absence à l'audience, il a donné à son avocate un motif pour le moins déroutant. Pourquoi il n'est pas venu? Il n'est pas venu parce qu'il m'a indiqué qu'il travaillait et qu'il ne pouvait pas venir. Et il fait quoi? Il exerce quoi comme métier aujourd'hui? Alors il dit qu'il est technico-commercial. Donc en fait, il exerce toujours le métier de commercial. Ah bah ça, c'est son choix. Donc c'est en fait possible d'enchaîner les condamnations et de continuer à pratiquer ce métier. Ça doit être possible. Parce qu'il n'y a pas de vérification en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Aucun contrôle. Le commercial continue d'exercer librement malgré l'interdiction. Ses victimes, elles, en prennent pour des années de procédure. André Richard ne le sait que trop bien. Cela fait 7 ans qu'il mène le combat pour ses voisins. Un ferrailleur et sa femme bien connus dans le hameau, qui ont toujours vécu un peu à la marge, au milieu de ces objets qu'ils entassent par milliers.
Là, on ne peut plus. On vous surprend en plein travail. Donc, je suis fatigué, là. Ce sont des gens de France 2 qui font un reportage sur les gens qui on m'a sont vraiment escroqués. escroqué. Puis comme moi, je ne sais pas bien lire ni écrire, alors M. Richard qui me fait mes chèques, quand il est là, parce que si c'est pas un, je vais à la mairie. Ils ont été démarchés en 2011 par ce même commercial qui a débarqué chez eux avec un collègue pour leur vendre cette petite salle de bain faite de briques et de broc, avec de mauvais matériaux. Donc voilà la salle d'eau, la petite salle d'eau. Le pavage, il était fourni par M. Pourriot. Il avait ça d'avance. Ils ont fourni la faïence qu'ils ont posée. Combien elle vous a coûté cette salle de bain? Le prix de ma maison. Je ne peux pas vous dire en euros, je ne sais pas. Monsieur Richard, c'est mieux que moi. Plus de 69 000 euros. 69 214. Ça paraît dément, hein, quand on voit. C'est le prix d'une maison. Il y a une société de construction dans le coin qui fait des maisons pour 80 000 euros. On avait fait tout là-dedans. Hein. Le contrat a été conclu le jour même. Tous les dossiers, là. Edmond Pourriot se souvient avoir signé des documents vierges, sans rien écrit dessus. Il me dit, tu signes là. Après, il poussait l'autre. Papier blanc, hein? Oui, tu signes là. Mais moi, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Hein. Tout était blanc, c'était des feuilles blanches que vous il y avait, je crois, il y avait 2 feuilles blanches. Moi. Je me demandais pourquoi. Il me dit, c'est pour avoir les commandes de ce qu'il faut pour la salle de bain. 2 crédits sont souscrits à leur nom. 426 € par mois à débourser sur leur petite retraite. Ils vous ont expliqué comment ça marchait, les crédits? Ah non, ils ne m'ont pas parlé de crédit. Hein. Parce que moi, j'ai ma banque. C'est aussi bien de faire crédit à ma banque. Donc là, il est bien dit que ça doit être écrit de la main de l'emprunteur. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est eux. Ça, c'est pas M. Pourriot qui l'a écrit, c'est le secrétaire du chef d'entreprise. Aujourd'hui encore, 7 ans après, il rembourse l'un des 2 prêts chaque mois, malgré la condamnation du commercial pour abus de faiblesse. Il ne veut rien savoir, pour l'instant. Quand j'ai écrit à la banque, j'ai donné des éléments sur les moyens de vie de ce monsieur. Quand sa voiture était en panne, la première, il allait au pain à pied, c'était 2 km à pied. Puis il y a la cour du cimetière à monter ici. Hein. Je peux vous dire, c'est ce qu'il faisait tous les 2 jours. S'en fout. Les conditions humaines, s'en occupe pas. Bon courage. Oui. Edmond, ne perds pas confiance, vas-y. Non, on va y dire. Je ne sais pas, c'est une question de principe. Les gens qui viennent truander ces gens-là, ils n'ont aucune pitié de ma part. Non, c'est pas possible. Sans qu'elle vous touche beaucoup, leur histoire. Oui. Parce que vous les sentez dans une forme de détresse? Oui, je vais souffrir. Je vais souffrir. Pourquoi? Il fait costaud comme ça, mais je vais souffrir. André Richard a lancé une action en justice pour faire annuler ce prêt, sans résultat jusqu'ici. Pour le démarcheur, poursuivi pour avoir abusé M. Monceau, Mme Eugène et les époux Pourriot, les organismes de crédit joueraient un rôle clé. Il affirme qu'ils incitent les commerciaux à vendre toujours plus. On le sait bien, le crédit aujourd'hui c'est 30% de vente en plus. Pas de moyens financiers, comment les gens ils financent? Avec l'argent qu'ils ont à la banque, ils ont rien. Et derrière, ils nous font les challenges pour avoir encore plus de financement. C'est quoi les challenges? Bah, vous vendez, je sais pas, moi, la boîte avant 1 million, vous avez un voyage. La banque avant, vous vendez, je sais pas, moi, un crédit, vous avez un bon d'achat cadeau à 100 €. Moi, j'ai acheté la poussette de ma fille avec des bons d'achat de 800 €, par exemple, à l'époque. Parce que les financements vous poussent la société. Ils viennent et disent, ah bah tiens, je te fais ça, ou je te fais un taux comme ça, ou je te fais un taux comme ça. Nous avons sollicité l'organisme de crédit qui refuse de suspendre le prêt des époux Pourriot, auquel M. Richard a écrit encore et encore. Alors, leur réponse est nous avons bien reçu votre courrier et il vous reste tant de mensualités à payer. Il vous reste tant de mensualités à payer, c'est la réponse. Voilà. À y répondre. L'établissement considère que signer, c'est s'engager. Le directeur départemental a accepté de nous répondre par téléphone. Dans le montage du dossier, les clients nous ont fourni un certain nombre d'éléments, de documents qui, à l'époque, prouvaient, avec des signatures, qui prouvaient bien leur consentement. Et est-ce que vous avez vérifié que c'était bien eux qui avaient apposé leur signature? Alors, le
pas connaissance des process de l'époque. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, suite justement à des pratiques de marchands douteux de démarchage à domicile, nous avons mis en place des systèmes de contrôle pour mieux sélectionner et mieux contrôler effectivement le consentement des clients sur ce type de crédit. Ça fait 5 ans qu'on les harcèle de courrier et autres, et ça fait 5 ans qu'ils maintiennent leur position. Et qui prélèvent des mensualités. Ils prélèvent 200 et quelques euros tous les mois. Ils vont aller jusqu'au bout de la procédure judiciaire, vous pensez? Oui. Sans Monsieur Richard, il y a fort à parier que personne n'aurait été poursuivi dans cette affaire. Le service de l'État chargé de ces dossiers dans la Sarthe a beau être installé dans un grand bâtiment, il a de tout petits moyens. Thibault, je viens vous voir pour le dossier des énergies renouvelables, faire un peu le point ensemble. Les commerciaux... La direction départementale de protection des populations, l'ancienne DGCCRF, est chargée entre autres de traquer les vendeurs qui commettent des délits. Pour l'État, on a relevé cette pratique commerciale trompeuse. On a relevé également la prise de contrepartie financière avant le délai de 8 jours. Donc eux, ils prennent des RIB, ils prennent des chèques. Thibault Gillet enquête en ce moment sur une société du Mans qui démarche pour des travaux d'isolation. Si vous voulez, ils vont scinder le financement avec 3 sociétés de crédit. Et il assiste impuissant au déploiement d'escroqueries de grande ampleur dans ce secteur. On n'est pas sur une fausse promotion sur le marché, on est d'accord. On n'est pas sur ça. On est des fois jusqu'à des maisons hypothéquées, des personnes qui perdent toutes les économies d'une vie en fait à travers ces démarchages, bien sûr. Il a dans le viseur 10 sociétés aux pratiques douteuses, chacune employant en moyenne 5 commerciaux. Aux consommateurs, des combles à 1 euro. 50 vendeurs qui font en ce moment même du porte-à-porte dans la Sarthe. Très concrètement, en ce moment, Thibault, là, vous êtes le seul à travailler sur ces dossiers-là? Alors là, actuellement, on est deux. Ouais, on est deux. Suffisant? C'est un silence qui en dit long. C'est ça. C'est ça. C'est un secteur qui est propice à beaucoup de plaintes. Donc effectivement, c'est peut-être peu. Impossible de connaître le nombre total d'abus de faiblesse en France, ni les montants exacts que cela représente. Sans doute des dizaines de millions d'euros. La honte et l'isolement retiennent les gens de porter plainte. Alors Christian Maury continue bénévolement à recevoir et écouter ceux qui osent parler. La maison est finie d'être payée, on commence à être tranquille. Et là, pour une bêtise là... Mais vous avez laissé passer le délai de 14 jours de rétractation. Voilà. Monsieur Richard, comme voisin et citoyen, ira au bout de la procédure judiciaire. L'établissement bancaire, il ne nous en reste plus qu'un, donc ça c'est encore en cours. C'est lui qui gêne. D'après l'avocate des époux Pourriot, il va falloir attendre encore 2 ans pour que la justice tranche dans ce dossier. Il est confiant sur la procédure d'appel? Oui, parce que tous les procès qu'on a eu jusqu'à présent, on les a gagnés. Michel Monceau vit désormais reclus, portes et fenêtres closes. Je vous vois plus. Tout est fermé. C'est malheureux à dire, mais tant pis. Et c'est vrai, j'en souffre de ce côté-là aussi. Parce que j'ai pas de visite. Je vois personne. C'est dur. Oui. Le commercial, lui, a fait appel de sa condamnation et n'a pas l'intention de changer de métier. Bonsoir Karine Le Boucher. Bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Montpellier, spécialiste de ce genre de dossier. Vous en avez plusieurs centaines dans votre cabinet, 300 procédures en cours en ce moment et chaque semaine de nouveaux cas qui arrivent. Chaque semaine, puisque c'est effectivement un contentieux qui ne désemplit pas, nous avons chaque semaine 4-5 personnes qui se présentent au cabinet pour ce type d'arnaque de démarchage à domicile. Et ça fait des années que ça dure? Ça fait des années, puisqu'on a commencé par les éoliennes, les panneaux, et le phénomène se diversifie, mais les arnaques continuent.
Est-ce que ça concerne tout le monde? Tout le monde. Votre reportage est particulièrement éloquent sur les profils des personnes, puisque nous avons des personnes âgées, des personnes vulnérables, mais également des familles avec enfants, monsieur et madame tout le monde. Vous, dans votre cabinet, par exemple, vous avez reçu, je crois, des gendarmes ou des policiers? Exactement. Des personnes dont le métier est effectivement la méfiance, mais les techniques sont tellement bien rodées que même les personnes les plus vigilantes tombent dans le piège. Alors justement, en 2 mots, dites-nous concrètement de quoi il faut se méfier. Alors, en un mot, très clairement, du démarchage à domicile. Parce que le principe du démarchage, c'est de générer un besoin auquel vous n'aviez absolument pas songé. Donc, vous n'avez pas pris le temps de comparer, de consulter plusieurs entreprises, de vérifier si ces entreprises étaient assurées, si les prix proposés sont cohérents. Oui, parce qu'on fait des devis normalement. Exactement. Et là, pas du tout. Les commerciants, on l'a vu dans notre reportage, ils mettent très souvent aussi en avant les crédits d'impôt. Est-ce que ça doit nous mettre la puce à l'oreille? Alors, oui, les crédits d'impôt, donc, ce sont des mesures d'incitation qui ont vocation à n'être que temporaires. Et puis, ces démarcheurs utilisent ce motif en évoquant des crédits d'impôt qui ont disparu souvent depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a un crédit d'impôt en ce moment sur l'isolation thermique. Oui. Mais attention, là encore, ça ne concerne pas tout le monde. Tout à fait. En fait, il y a des conditions de ressources. C'est limité à une certaine surface. Donc, bien évidemment, l'isolation à 1 euro, ça n'existe pas. Alors, on ne le dit peut-être pas assez, mais il y a un délai de rétractation dans ce genre de contrat. Expliquez-nous, il est de 14 jours, mais justement, ce n'est pas très clair. Alors, ce délai de rétractation est de 14 jours à compter de la livraison des matériaux commandés et absolument pas à l'issue de la signature du bon de commande. Oui, parce que c'est ce qu'on voit dans le reportage. Tout à fait, mais bon, c'est le jeu puisque les gens pensent ne plus pouvoir se rétracter en pensant avoir laissé le délai expirer à partir de la signature du bon de commande. Il faut faire attention aussi aux foires. Pourquoi? Tout à fait, grande vigilance puisque dans les foires, il n'y a absolument aucun droit de rétractation. Donc, vous ne pouvez pas vous rétracter. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Et je vous invite à prendre conseil, puisqu'il y a d'autres moyens de vous sortir de cette difficulté, des mauvaises opérations conclues sur les foires. Alors, ce qui est frappant dans notre reportage, c'est que ce commercial qui a déjà été condamné continue d'exercer et on se dit avec potentiellement le risque de faire de nouvelles victimes. Oui, alors c'est malheureusement très courant. Comme on le disait, ces sociétés en fait ont une durée de vie très courte. Donc les commerciaux se recyclent exactement dans le même type de société. Donc on voit les noms. d'entreprise en entreprise, tout à fait. Il n'y a aucune gêne à cela. Et donc vous voyez ce genre de cas régulièrement dans votre cabinet? Très régulièrement. Il y a les commerciaux indélicats, on vient d'en parler. Mais vous, en tant qu'avocate, vous vous attaquez aussi aux banques. Oui. Pourquoi? Alors, on s'attaque aux établissements de crédit parce que dans ce type d'arnaque, on remarque systématiquement la présence des établissements de crédit. Pourquoi? Parce qu'on parle d'opérations coûteuses de plusieurs dizaines de milliers d'euros que les gens n'auraient absolument pas moyen de financer sans la proposition d'un établissement de crédit. Donc elles sont au cœur du système. Elles sont au cœur du système et en plus, elles sont juridiquement responsables. Elles engagent leur responsabilité dans la conclusion de ces opérations qui sont fautives. Donc c'est pour ça que vous les poursuivez? Oui, et puis on espère aussi qu'à force d'être condamnés, eh bien, ces établissements de crédit seront beaucoup plus vigilantes dans les crédits qu'elles accordent et la nature des entreprises qu'elles soutiennent. Ah, on l'imagine ce soir devant notre reportage, il y a énormément de téléspectateurs qui se posent des questions. Peut-être qu'ils ont reçu un démarcheur il y a quelques jours chez eux. À qui on s'adresse dans ces cas-là pour avoir des réponses sûres? Alors, je pense que le premier réflexe, c'est de consulter les espaces Info-Énergie. Il y en a à proximité de votre domicile. Ce sont donc des établissements qui sont financés par les conseils généraux et par l'ADEME. Donc ça veut dire l'État, les départements, fiables. Exactement, très fiable, très neutre. On ne vous demande pas d'argent. Et vous pourrez soumettre vos devis, voir si c'est une opération qui est avantageuse. Ils vous diront si les crédits d'impôt sont en cours ou non. Alors, il y a aussi des associations de consommateurs, UFC Que Choisir qui est autour de nous, et puis faire.fr. Et là aussi, a priori, c'est sans danger. Vous avez de vrais conseils gratuitement. Tout à fait, exactement. Alors, il y a aussi également des associations de consommateurs dites spécialisées, comme le GPPEP, qui, lui, est spécialisé dans les énergies photovoltaïques. Mais il y en a d'autres donc, qui font très bien leur travail pour le prix d'une adhésion. Merci à vous, Karine Le Boucher. On va vous faire vivre ce soir une aventure incroyable, une compétition entre 2 classes de CM2 où la seule arme est la parole, un concours d'éloquence. Les élèves n'ont que 10 ans, mais au fil des semaines, ils vont apprendre la force des mots, le pouvoir de convaincre en une seule phrase.
Ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est aussi une des clés de la réussite. Vous allez découvrir des métamorphoses stupéfiantes, des timides qui deviennent bavards, des étourdis soudain attentifs. Les Beaux Parleurs, c'est un reportage d'Olivier Pighetti, Miranda Osillon et Armel Pighetti, avec Piment Pourpre Productions. C'est un grand jour pour cette classe de CM2, l'aboutissement d'une incroyable aventure humaine. Les élèves de Vaux-Allan se rendent dans une autre école primaire située à quelques kilomètres de là, aux Udis, en région parisienne. Les enfants des deux écoles vont s'affronter dans un concours d'art oratoire. La tension est à son comble. Certains se rassurent avec un cri de guerre. Chers amis, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. J'ai rien entendu. Ouais. D'accord. Alors, bienvenue à la finale de l'éloquence. Ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous souteniez votre équipe. Clarisse, Enzo, Juliane, tous se sont préparés pendant des semaines. Alors, moi, tout d'abord, je trouve que gagner est plus important. Je vais contredire ces calculs. Ils ont appris à argumenter, à ne plus avoir peur face au public. Ils ont surtout appris que la maîtrise des mots les aiderait à devenir des citoyens libres. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la question va être, faut-il être riche pour être heureux? Mais ce jour-là, ils n'ont qu'une idée en tête, la victoire. Sarah réussira-t-elle à convaincre? Enzo surmontera-t-il son stress? Quelle classe va l'emporter? Cette belle histoire a commencé il y a 3 mois grâce à Romain de Charnes, 32 ans. Ce professeur d'art oratoire à Sciences Po s'est lancé un défi. Former des enfants de 10 ans à l'art de bien parler. Pour lui, c'est une première. L'enjeu est énorme. Quand on a 10 ans, on est une page blanche et donc tout est possible. Et l'idée, c'est que on va les prendre très jeunes pour les faire progresser et pour essayer de tous les mettre au niveau. Et donc l'idée là, c'est que on va écrire une histoire et on va essayer de les transformer, de leur faire prendre confiance en eux. Et comme ça, ils vont pouvoir en bénéficier tout au long de leur vie. Parce que le problème, c'est quand on ne maîtrise pas la parole, quand on ne maîtrise pas la langue, on n'est pas libre. On n'a pas le choix. C'est compliqué, mais dès que vous ouvrez la bouche, on sait d'où vous venez. Même de la manière dont vous bougez en réalité. Et ça, l'État devrait pouvoir au moins atténuer ça. Parce que quand on a ce marqueur social-là, c'est difficile après d'évoluer au sein de la société. Cette expérience, Romain va la mener dans 2 classes de CM2. La première est ici, à Vaux-Allan, un village tranquille et verdoyant de la région parisienne. Pour ces élèves, encore à l'âge de la corde à sauter, ces cours risquent d'être déconcertants. Comme ce tout premier exercice, le silence. Imaginez, vous êtes sur le point de faire un discours et de vous adresser à tous les autres élèves. Quelle est la première chose que vous faites? On se tait. Pourquoi? Savoir que tout le monde écoute. Comment? Savoir que tout le monde écoute. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui sont stressés quand ils parlent? C'est de voir tout le monde nous regarder. Comme Emma a dit, il y a plein de monde qui nous regarde, du coup... D'accord. Donc du coup, tu trouves pas ça agréable de te faire regarder? Ok. Tout le monde ici peut devenir un très bel orateur, peut réussir à ne plus être stressé, d'accord?
Donc il faut pas hésiter à parler. On va essayer de voir qu'est-ce qu'un vrai silence. Et pour ça, je vais demander est-ce qu'il y a un volontaire. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Alors, donc tourne-toi bien vers le public. Quand on est devant tout le monde, il faut réussir à prendre du plaisir. D'accord ? Il faut apprécier le moment. D'accord ? Et là, t'as qu'une envie, c'est de retourner t'asseoir sur ta chaise. Tu vois ? Tu les regardes, regarde-les tous. Voilà. Et tu vas essayer vraiment de retrouver l'état dans lequel tu es dans la cour pour vraiment essayer de les convaincre de venir jouer avec toi dehors. Il faut aller jouer dehors. Non, le silence. Donc tu nous fais un vrai silence et le but c'est de capter l'attention des gens. Donc toi tu dois regarder, Diane, si tout le monde te regarde. On y va ? Tu vas y arriver. Redresse-toi un peu, Diane. Voilà. Le vrai silence, d'abord. Imposer le silence est difficile. Mais argumenter l'est encore plus pour Diane, qui n'a jamais fait ça. Venez jouer avec moi dans la cour. On pourra jouer à la balle aux prisonniers, au bazooka, plein de jeux de balles, au basket, au football. Ok. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Voilà, exactement. On aurait dit une poésie. Est-ce que quelqu'un veut essayer ? Ça se passe à l'école. Il y a plusieurs personnes. Donc, il y a la maîtresse, elle pose une question et elle interroge un élève. Mais il y avait un autre élève qui levait la main et qui voulait absolument être interrogé. Mais elle l'a pas interrogé parce qu'elle a dû faire un choix. Et donc l'élève, il est triste parce qu'il aurait voulu être interrogé. Clarisse est plus à l'aise, mais Romain est intransigeant. La morale, tu as oublié la morale de l'histoire. Emma, allez Emma. Donc qu'est-ce que tu aimes faire, Emma ? Crier. Crier ? Très bien, parfait. Alors, donc tu vas nous expliquer pourquoi tu aimes crier, d'accord ? Tout en travaillant sur les silences. Tu te souviens, hein ? J'aime crier. Car je peux me défouler. Le silence, Emma a compris, mais elle peine à convaincre. Crier, pour moi, c'est jouer. J'aime bien crier aux autres quand ils m'énervent. Vous voyez la force du silence ? C'est-à-dire que dès qu'elle ne prenait plus la parole et qu'elle était silencieuse, ça faisait rire. Parce que c'est ça le silence. C'est tellement puissant que toute l'attention est concentrée. On n'a pas besoin de dire beaucoup de mots. La seconde école se trouve aux Ulysses, dans une ZEP, une zone d'éducation prioritaire. Beaucoup d'enfants y sont en difficulté. Un défi supplémentaire pour Romain, plus habitué aux élèves disciplinés des grandes écoles. T'es au tard. Je commence pas. Ouais, c'est bien. Est-ce que vous savez ce que c'est l'art oratoire ? C'est l'art de l'écoute. C'est l'art de l'écoute. Alors oui, c'est une des choses, il faut savoir écouter. C'est l'art de parler face à un public. Exactement, c'est l'art de parler face à un public et de ne pas avoir peur. Qui connaît Churchill ? Levez la main. D'accord. Qui c'est Churchill alors ? C'est un dictateur allemand. Allemand ? Ah non, c'est pas lui. Il va falloir revoir le programme d'histoire. Ouais, il faut revoir le programme d'histoire. C'était un homme politique anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. D'accord ? Est-ce que vous pouvez me citer des orateurs que vous aimez ? Oui ? The Rock. The Rock ? Je connais pas. Qu'est-ce que c'est ? Ah, The Rock. Ah, l'acteur, tu veux dire ? L'acteur très baraque, là. D'accord. Ronaldo. Ronaldo, le joueur de foot. D'accord, oui ? Neymar. Neymar ? Ça, c'est plutôt des joueurs de foot. Eux, ils s'expriment sur le terrain avec les pieds. Jeune homme ? Junior TV. C'est qui Junior TV ? C'est une personne ? C'est un youtubeur ? Oui ? Romain Fèvre. Romain Fèvre ? C'est quoi ? C'est un youtubeur aussi ? Non, c'est le champion du monde de motocross. D'accord.
Mais il parle. T'aimes bien quand il parle. Ok, c'est vraiment les gens qui parlent. Qui d'autre? Oui, jeune homme. La salle. Jean Lassalle. Qui ça? C'est un youtubeur. La salle? D'accord. J'ai besoin de 3 volontaires. En plaçant les jeunes dans des situations qu'ils auraient vues à la télévision, Romain pense que l'exercice sera plus facile. Le thème de l'émission, ça va être « Faut-il interdire l'école ?» D'accord? OK. Ici, on a oui, ici, on a non. Donc c'est parti. Ici, il y a Marwan, ici Nabil. Allez, allez, on se prend au sérieux, c'est bien. Ici, c'est oui, ou ici, c'est non. OK, top. On les applaudit, on va donner des petits conseils et après, ils vont continuer. OK. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du présentateur? Oui. La posture? Ah, la posture, exactement. Donc, on ne s'assied pas comme ça sur la chaise, d'accord? Ou comme ça. On se met le dos droit en position comme si vous alliez commencer. D'accord? Donc toi, en plus, t'es le présentateur, t'es pas en train de dormir. Donc montre-moi comment on s'assoit. Non, mais il y a quelque chose qui a changé, là. Alors, tu t'assois vraiment, assieds-toi sur le bout de ta chaise. Non? Mets-toi droit. Voilà. Là, avance-toi encore. Voilà. Là. Monte-toi. Voilà, tiens-toi droit. Voilà, là, c'est bien. On est d'accord? Faire du cheval, c'est trop bien. Parce que quand on est sur sa monture, on a un sentiment de liberté. Ce que j'aime bien chez les chevals, c'est sa crinière. Sarah, d'habitude si bavarde, se décompose face à sa classe. OK, on l'applaudit. Quant à Ryan, le beau parleur, il a soudain perdu son assurance. T'as un peu la pression? D'accord, OK. Donc déjà, on décroise les bras. Décroise les bras. Tu vas te lever. C'est Nathan, c'est ça? Lève-toi. Donc, si tu veux, tu peux le regarder comme ça. Il va essayer de t'aider pour que tu retrouves l'état dans lequel tu t'exprimes habituellement. Ça doit être un plaisir d'être là où tu es. D'accord? C'est toi qui as la parole. T'as vu, personne d'autre n'a la parole. C'est une chance. Malgré toute l'énergie qu'il déploie, Romain n'a pas convaincu les élèves de l'importance d'apprendre à s'exprimer. Attention, je vous préviens, il y a du boulot, hein. Vous m'écoutez? Non mais écoutez-moi, c'est important. Vous savez, savoir argumenter, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes dans la vie. Et l'autre classe là qu'on a vue, ils sont devant vous. Donc j'espère que vous avez la niaque et l'énergie pour travailler. Mais vous le faites pour vous avant tout, vous comprenez? Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous défendre. Parce que le monde, il appartient aux gens qui savent parler et qui savent argumenter. Vous avez envie de gagner pour le match? OK, bah si vous avez envie de gagner, il va falloir travailler. Dans l'argumentation, ça va être très compliqué pour eux. Ouais, faut le bosser. Il faut qu'ils apprennent à justifier leur point de vue. Et ça, c'est très, très difficile pour eux encore, quoi. On va y travailler. OK, bon, ça marche. Bah, merci encore. Merci beaucoup. Allez, Romain. Cette première journée laisse un goût amer, mais il en faut plus pour décourager Romain. Ces jeunes, ils me font penser exactement à mon parcours parce que moi, j'ai commencé, j'avais pas confiance en moi. J'étais fébrile quand je prenais la parole, j'étais un grand stressé, c'est-à-dire que la veille, je n'arrivais pas à dormir la veille où je devais réciter une poésie. Ce qui me terrifiait, c'est aussi le regard des autres. C'est ça qui est terrible dans l'art oratoire, c'est qu'on se fait regarder, on se met en danger. Il y a une grande partie d'intimité parce qu'on montre son visage, on montre ses gestes, on montre comment on parle, on montre comment on pense, donc on est jugé, c'est ça qui est très difficile. Et aujourd'hui, j'ai été double champion de France d'art oratoire par équipe, je suis enseignant à Sciences Po Paris depuis 6 ans, et donc la morale de tout ça, c'est que même quand on est en difficulté, si on s'accroche, si on progresse, si on lâche rien, eh bien vraiment on peut aller très loin. À l'école de Vauhallan, après le silence, Romain de Charnes s'attaque à un nouvel exercice. Le pourquoi. Savoir argumenter est la base de l'art oratoire. Pour réussir à développer
une idée ou une explication, c'est ce qu'on appelle, nous, la chaîne des pourquoi. D'accord? Donc, nous allons travailler sur le sujet suivant. Faut-il plutôt faire du sport ou jouer aux jeux vidéo? C'est bien de faire du sport dehors parce que comme ça tu te défoules, tu prends le bon air. Pourquoi? Parce que c'est bien de jouer. Pourquoi? Parce que c'est amusant. Pourquoi? C'est amusant parce que c'est bien de jouer. Il faut expliquer, c'est pas uniquement pourquoi ce que tu dis est vrai, c'est qu'il demande de l'explication parce que tu t'arrêtes trop tôt. Le sport, ça vous fatigue beaucoup et c'est mieux de profiter de sa journée que de dormir tout le temps. Parce que si vous faites du sport une fois dans votre journée, vous allez être fatigué et après vous allez vouloir dormir. Si tu restes H24 sur les jeux vidéo, tu grossis, ça te fait mal aux yeux. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que... Romain aurait-il surestimé les capacités des élèves de CM2? Vous avez l'air abattu. Non, je suis pas abattu, mais c'est vrai qu'il y a un gros boulot à faire. Donc à chaque fois, on prend une claque aussi parce qu'on se dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout travaillé, donc il va falloir le travailler, il va falloir s'accrocher. C'est difficile pour eux de comprendre le titre, mais je pense que c'est aussi parce qu'ils sont très jeunes. Donc du coup, moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des aussi jeunes. Et ils ont encore plus besoin d'attention que les autres, en réalité. Et donc voilà, mais je suis jamais abattu. Dans la cour de récréation, surprise, les élèves se prennent au jeu. Contre le McDo! Pour le McDo! Mais voilà, non mais si quelqu'un n'a pas mangé le McDo, c'est pratique parce que quand t'as rien dans ton frigo, tu y vas. Voilà. Oui, mais c'est pas très bon. Tu vas pas beaucoup de fois. Pour tuer des animaux. T'en as jamais mangé. Elle a raison, c'est gras. McDo, c'est dégoûtant. Ça vous apprend quoi ces cours-là? Ça nous permet de savoir comment nous déstresser ou comment faire pour ne pas buter, etc. Dans la vie de tous les jours, on va utiliser l'art oratoire quand on sera grand pour le travail. Moi, avant, j'étais super timide et maintenant, je suis 10 fois moins timide. Oui, moi aussi. À l'autre école, à votre avis, ils sont meilleurs que vous? Non, mais ils sont jamais de la vie. On les a jamais vus alors. Mais on essaiera de les battre. C'est notre slogan. On débat et on ira. Dans l'école des Ulysses, où les élèves sont plus turbulents, Romain va changer de stratégie. Fini le cours magistral. Il veut que les enfants participent davantage. Et c'est désormais autour d'une table qu'on argumente. Alors pourquoi c'est bien quand les gens se répondent, hein? Pourquoi c'est quelque chose qui est intéressant quand il y a de l'interaction? C'est plus vivant. Ah, exactement, c'est plus vivant. Et on s'ennuie moins. On s'ennuie moins, exactement. C'est pour ça que c'est important d'écouter, de réfuter les arguments de son adversaire. Et bonjour à tous, nous nous retrouvons sur la nouvelle émission, la Team Assayan. Voici l'équipe de gauche qui est pour le sport et l'équipe droite qui est pour les jeux vidéo. Je donne la parole à Adeline. Le sport, il faut en faire parce que c'est bien pour le corps. Tu auras des muscles. Si nous allons faire du sport, nous allons tomber, se faire mal. Mais si tu fais attention, tu peux t'amuser sans te blesser du tout. Même en jouant à la play, quand tu le fais trop souvent, tu peux te faire mal au pouce. Et quand il n'y aura plus d'électricité. Les jeux vidéo, c'est très mauvais pour les yeux. Si tu joues à la console et que tu mets des lunettes et que tu restes pas trop près de l'écran, ça fait rien à tes yeux. Adeline, je suis pas d'accord sur ce que tu as dit tout à l'heure. On peut jouer aux jeux vidéo sans forcément rester trop longtemps. Et pourtant s'amuser. Taisez-vous les publics. Cette formule semble avoir séduit les enfants. Tu le sens de toute façon? Ils sont plus à l'aise dans l'attitude générale. Bah ouais, non, franchement là c'était mieux, hein. Je suis content. Franchement, je suis content. De bavards, les retrouver pétrifiés, ça fait bizarre quand même. Hein. Mais là, du coup, c'était mieux, je trouve. Ouais, ça... J'ai l'impression que ça lance vraiment là. Ouais, là, je pense qu'on est lancé, tu vois. J'ai eu super peur au début parce qu'ils n'arrivaient plus à parler. Et donc, j'étais en panique. Je me suis dit, mais je suis nul. Et en fait, c'est parce que je leur demande des choses trop dures. Et donc là, je suis content parce qu'on les a vraiment mis... On les a laissés un peu se développer tout seuls et ça, la mayonnaise prend. Et on commence à repérer qui marche bien. Et là, il y en a plusieurs et donc ça va être sympa. Parmi eux, le petit Enzo, qui compte bien faire partie des meilleurs. Il lance un défi à Ryan.
D'accord, le sport c'est bien parce qu'on peut se défouler, on peut faire ce qu'on a envie, on peut aller chercher ses copains, on peut aller faire du foot avec eux, on peut aller s'entraîner. Que l'avantage des jeux vidéo, dans les jeux vidéo on est tranquille chez nous, assis sur notre canapé, alors que pendant qu'on est dehors, on est peut-être sous la pluie et on va plus facilement se faire mal. On va te créer les neurones et comme on peut le voir sur ton visage, tu commences à avoir des cernes de jeu. Ah bah. Moi je reviens pas avec des cicatrices sur le visage. Tu dis des cicatrices sur le visage, mais quand tu joues aux jeux vidéo, tu commences pas à te fatiguer? Non. Tu te fatigues pas parce que tu joues toujours aux mêmes choses? Attends, là j'ai perdu les mots là. Est-ce que c'est un atout pour ces jeunes? C'est un atout, oui. Ça les aide à s'exprimer. Ils ont tellement de difficultés à exprimer leurs idées, leurs opinions, défendre des arguments. Donc tout ça, c'est un atout, ouais. L'exemple concret, on en parlait l'autre jour, c'est l'exemple du cinéma. Ils sortent du film. Comment il était le film? Il était bien. Et ça va pas au-delà, quoi. Donc voilà, là, je pense que ça va les aider à argumenter, justement, parce que c'est leur gros problème. Ça vient d'eux-mêmes, donc super, super. Ça prouve que ça leur plaît aussi, donc ils en tirent un vrai sens, donc on est preneurs. Ça vous apprend quoi, ces cours-là? Ça va nous apporter de la confiance. Ça nous apporte aussi du savoir. Argumenter, apprendre à trouver les bons mots pour se défendre, à la place de se battre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre école, là? Comme ça. La finale est dans 6 semaines. Les élèves doivent progresser. Ce jour-là, Romain les fait travailler sur les émotions. Et vous déplacez, vous êtes triste. D'accord? Vous êtes triste. Voilà. Vous êtes vraiment triste. Top. Et vous avez la patate, vous avez la grosse patate là. Vous avez la grosse patate, vous avez tellement d'énergie. Vous explosez, vous explosez. Top. Vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux. Voilà. Et on essaie de s'exprimer avec le corps comme vous voulez. N'essayez pas d'imiter les autres. D'accord? N'essayez pas d'imiter les autres. Vous êtes amoureux. Voilà. Pour les jeunes des Ulysses, montrer ses émotions, c'est un peu plus difficile. Vous êtes amoureux. Les garçons, je vous vois pas amoureux là. Ok, stop. Ça, dans les mains dans les poches, vas-y frérot, c'est pas l'amour. D'accord? Ok. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai un garçon qui peut me montrer ce que c'est d'être amoureux? Moi, je sais par cœur. Je sais comment. Alors vas-y. Voilà, c'est pas mal. Un autre garçon? Jamais été amoureux, toi? Si, il est Ce qui est intéressant, c'est que pour les filles, c'était moins difficile que pour les garçons. Et j'ai vu que vous faisiez du battle. Oui. Oui. D'accord? Donc on va faire du battle avec des mots et avec les gestes. Romain a entendu parler des exploits d'Enzo en battle et il l'oppose à Sarah. Et pourquoi il faudrait être intelligent au lieu d'être fort? Bah, tu peux pas penser si jamais t'es pas intelligent en fait. Il te faut au moins ça. La force, on verra après. Quand on est intelligent, on fait un petit peu son intéressant en classe. Hein? On va pas se le cacher. Alors que quand on est avec la force, maintenant tous ceux qui veulent faire les beaux gosses devant nous là, viens maintenant, viens maintenant. Maintenant tu les fais va là-bas toi. Tu peux avoir de la force, mais c'est neurones. Alors je préfère être intelligente et penser plutôt qu'avoir de la force et ne pas savoir s'en servir. C'est pas parce que je suis puissante que j'ai pas de neurones. Hein. J'ai le droit d'aller à l'école. Hein. Oui, mais c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on fait forcément les malins. On pense aux gestes, pensez aux gestes. C'est pas parce qu'on est intelligent qu'on fait forcément les malins. Bah, excuse-moi, mais quand on est intelligent et qu'on fait un petit peu sa belle en classe, tout le monde en a marre. Ok, moi je trouve que
effectivement, vous êtes pas mal en battle, d'accord? Il y a des talents ici. Par contre, il va falloir travailler le débat et la chaîne des pourquoi. Hein. Romain sent que ses élèves se lâchent sur l'improvisation, mais il regrette qu'ils ne travaillent pas suffisamment le fond. Même les plus doués, Sarah, Enzo ou Ryan, reconnaissent qu'ils ont pris les choses à la légère. Non mais au tout premier cours, on était tout calme et tout, c'était pas notre classe. Après, on a commencé à faire les fous. Et après, on est redevenu normal. Et après, ça a commencé un petit peu partir en cacahuète. Voilà. Partir un peu, c'est pas vraiment un peu, c'est plutôt beaucoup. Ouais, t'as plutôt raison. Parce que l'argumentation, tu sais, je la tiens qui moi? Devine, de ma mère. Elle est toujours dans l'argumentation. En tout cas, l'argumentation, je pense que c'est beaucoup mieux que la bagarre. Mais quand tu vas travailler plus tard, est-ce que ça va te servir? Bah oui. Tu sais, tu peux toujours être recruté à ton âge. Hein. Par exemple, si on a fait une grosse bêtise et qu'on va au juge. Ah oui, il faut savoir argumenter voilà. pour te sortir de la... Ça pourra nous servir. On argumente tout le temps pour convaincre. Oui. Voilà. Sauf que moi, j'essaye de... Toi, c'est 100%. D'argumenter avec ma mère pour avoir un chien, mais elle a dit non. Ce matin, pour son 8e cours à Vauhallan, Romain Decharne a préparé une surprise. Il est avec Léa, 15 ans, et Yves, 19 ans. Tous deux sont champions d'art oratoire. Chers amis, j'espère que vous êtes chauds ce matin. Je vais vous présenter les deux candidats que vous avez ici. Yves Marico, champion de France de débat par équipe. On l'applaudit tous, s'il vous plaît. Et contre Léa, la plus jeune championne de France de débat individuel. On l'applaudit, s'il vous plaît. Le sujet est le suivant. Faut-il mettre l'uniforme à l'école? Sans plus attendre, nous accueillons Yves Marico pour la positive. On l'applaudit, s'il vous plaît. Chers camarades, chère opposition, qu'est-ce qui est marqué sur le fronton de l'école? Liberté, égalité, fraternité. Voilà, il a bien raison. Donc il y a marqué le terme d'égalité. Et c'est pour ça que vous êtes à l'école. C'est pour apprendre qu'il n'y a pas de différence outre mesure entre les individus, mais que justement vous êtes tous égaux. Et la seule différence qui peut s'établir, en tout cas en République, ça se base sur vos compétences et sur ce que vous savez, pas sur ce que vous montrez ou de la manière avec laquelle vous vous habillez. Donc c'est pour ces 3 bonnes raisons que sont la discipline, l'égalité et l'apprentissage de la vie qu'il est nécessaire d'instituer l'uniforme à l'école. Mes amis, on vous ment. Mes amis, on vous dit n'importe quoi. Les champions montrent ce qu'est une vraie battle, même s'ils utilisent des arguments auxquels ils ne croient pas. Il a pris plaisir à nous parler de l'égalité. Mais il me semble qu'il a oublié un des 3 mots qui sont inscrits sur cet insigne. La liberté. C'est dommage de l'avoir oublié parce que c'est quand même un peu important, surtout à l'école. En effet, il n'y a pas d'égalité sans liberté. Léa maîtrise tous les codes de l'art oratoire. Et d'abord, dénigrer son adversaire. Monsieur, le membre du gouvernement, vous dit que c'est important de s'émanciper. Alors, je ne sais pas si vous savez exactement ce que ça veut dire s'émanciper. C'est d'ailleurs ce qu'aime faire monsieur le membre du gouvernement, vous dire des mots que vous ne comprenez pas pour pouvoir mieux vous mentir. Mais moi, je vais être très simple, très honnête. Par exemple, toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais tu as une belle trousse Star Wars. Ensuite, prendre le public à partie pour convaincre. Tous les deux, vous avez un point commun. Et ça, c'est très important parce que ça te caractérise. Ça fait ce que tu es. T'es pas seulement un petit garçon qui va à l'école. Tu es toi. T'es pas pareil que lui. T'es pas pareil qu'elle. Toi, t'aimes Star Wars. Et tu le montres avec ta trousse. Et toi, avec ton pull. Et si tous les deux, vous aviez eu un uniforme, comment est-ce que vous pourriez exprimer que vous aimez Star Wars? Et les mêmes normes... Monsieur, je vais vous demander de ne pas me couper la parole pendant que je parle. Elle a raison. Vous avez envie d'être pareil? Oui. Moi, j'ai bien envie de les affronter pour montrer de quoi je suis capable, pour montrer un peu plus de quoi j'ai appris pendant tous les cours, quoi. Et Lou va montrer que des qualités, elle n'en manque pas. Bonjour à tous dans la salle, c'est qui va gagner? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Les progrès sont spectaculaires. Juliane se révèle une oratrice hors pair. Il ne faut
faut pas avoir tout le temps la gagne. Après, ça devient une habitude et les gens peuvent mal le supporter. Il y a des gens qui se disent « Oh, si tu gagnes, eh ben, tu vas être la meilleure du monde !» On l'applaudit, elle a raison. Diane, tétanisée il y a 2 mois, n'est plus impressionnée par l'assistance. Je pense que c'est mieux de gagner parce qu'on se fixe un objectif et on s'entraîne pour arriver à son objectif et pour gagner. Je me suis fait des amis. C'était bien. Ouais. Non, c'était super. Je pensais pas qu'il serait aussi fort en fait. Ouais. Ouais. Quand je préparais, il y a une petite qui a pris la parole. Franchement, non, ils sont intelligents. Ils sont super forts. Non, ça marche bien. Ils ont pas le stress, ils ont pas la voix qui tremble. Ils sont à l'aise en fait. Une prestation qui suscite des vocations chez Clarisse et Juliane, 2 prétendantes sérieuses pour le concours final. J'ai été vraiment contente de pouvoir participer à ça parce que ça nous donne vraiment beaucoup d'idées et ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. Là, je me suis plus projetée parce que vu que je me sens vraiment à l'aise, et ben, je me suis imaginé des choses dans le futur. J'aimerais peut-être faire des choses dans l'oral. Si on décide de faire un métier comme avocat ou un métier où tu rencontres des personnes et tu dois leur faire de la vente, et il faudra pouvoir s'exprimer devant les autres. Et ça m'a franchement aidée pour pouvoir me lâcher prise en quelque sorte. Moi, je pense que ça sert aussi quand tu cherches un travail. Souvent, tu dois aller voir quelqu'un qui va te poser des questions sur ce que tu voudrais être. Et pour cela, il va falloir que tu cherches tes mots et que tu arrives à bien assembler les phrases et trouver les bons gestes qui vont avec. À 1 semaine de la finale, Romain est inquiet. Aux Ulysses, l'euphorie des premières séances est retombée et les jeunes sont particulièrement dissipés. Stop. Il y a toute mon équipe aussi, il n'y a pas que moi dans la Toi, tu prends ton travail au sérieux, hein, Nabil? T'arrêtes? Tu veux que je te sorte? Ok. Pourquoi t'écoutes pas ce qu'il dit? Ça t'intéresse pas? Chut. Ok. On est là? On est là? Luna? Non, on touche plus les affaires. On touche rien. On touche à rien. Romain sent que les élèves ont besoin d'un électrochoc. Vous êtes motivés pour lundi? Oui. Parce qu'il y a du très très gros niveau. Je vous préviens, va falloir se réveiller. Là, c'est le Real Madrid, hein, les gars. Comment on fait pour battre le Real? Bon, on joue stratégie. Ah, on joue stratégie, exactement. Donc on va essayer de jouer sur ses qualités, d'accord? Pour Romain, le retard des Ulysses dans ce concours révèle les fractures de notre société. Est-ce que vous sentez une différence entre les 2 écoles? Bien sûr, oui, il y a une différence énorme. Énorme. Ça vous choque? Oui, ça me choque. Ça me choque parce que c'est grave. C'est grave, l'État fait pas son travail. Et du coup, on bousille des générations. Et donc c'est clair que c'est triste. Et en plus, il y a des enseignants qui se donnent à fond, mais c'est un problème de langue. C'est-à-dire qu'on maîtrise même plus la langue. Alors que c'est le premier moyen pour évoluer dans la société. Il faut être éduqué. Même moi, j'ai été dans des mauvais établissements. Je me rends compte de la différence que j'ai par rapport même aux jeunes qui sont issus des gros lycées parisiens. Il y a une différence monstre. Il y a une différence monstre. Et ça, c'est la vérité. Donc, soit on gomme égalité, soit on le met, mais par contre, on le fait vraiment. C'est le jour J. On débat et on débat. Celui de la finale. Voaland compte bien dominer les débats. Les Ulysses misent tout sur les battles. Mais le grand vainqueur, ce sera le trac. Les enfants découvrent qu'il est très difficile de s'exprimer face à des inconnus. On peut participer sans vouloir pour autant gagner. Et donc, si jamais on s'amuse sans être stressé et se dire faut que je gagne, faut que je gagne, faut que je gagne, on prend plus du plaisir à faire ce qu'on est en train de faire. Sarah, la princesse des Ulysses,
en oublie sa gestuelle et se fait sanctionner sur le débat « Faut-il gagner ou participer ?» Clarisse, elle, est plus convaincante. C'est important de gagner parce que tu es content d'avoir gagné, tu vas peut-être dépasser ton objectif et quand tu le fais, et si tu gagnes, tu es content de toi parce que tu as réussi soit à te dépasser, soit à arriver à ton objectif. Pendant la battle, Enzo perd tous ses moyens face à Juliane. On recentre sur le débat, sur il faut être riche pour être heureux. Continue. Alors. Oui, et ensuite il faut être riche parce que si tu veux une voiture, tu peux l'avoir quand tu es riche, tu peux l'avoir la voiture. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les voitures du monde. Il n'y aurait pas eu de richesse dans le monde, les voitures n'auraient pas existé. Tu peux bien aller jouer dehors. Cela peut vous amuser sans forcément jouer à l'intérieur avec vos jouets, être renfermé sur soi-même parce que la richesse renferme les gens. La classe de Vauhallan remporte la finale d'1 point. Juliane finit première en individuel. Mais peu importe le résultat, Romain est fier de ses élèves. Grâce à cette aventure, ils ont désormais saisi l'importance du langage, la force et la magie des mots. C'est une affaire retentissante entre polar et film d'horreur. Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien du Washington Post, a sans doute été assassiné en Turquie, dans le consulat de son propre pays, par un commando d'une quinzaine de personnes. Pourquoi a-t-il été éliminé? Qui a décidé de le faire disparaître? Les capitales occidentales demandent des comptes au jeune prince saoudien Mohammed Ben Salman. Entre révélations et rebondissements, images de vidéosurveillance et enregistrements glaçants, Envoyé spécial revient ce soir sur cette histoire hors norme. Crime d'État au consulat, c'est un reportage signé Yvan Martinet, Virginie Villard, Romain Boutilly et Olivier Broutin. Royaume de Bahreïn, décembre 2014. Jamal Khashoggi répond à une interview pour la télévision. À 56 ans, insouciant, l'homme est tout sourire. Il n'a alors rien à craindre. Je crois qu'il voulait passer à la télé. Très proche des autorités saoudiennes de l'époque, il est tantôt agent d'influence, tantôt journaliste. Nul ne peut encore imaginer que 4 ans plus tard, il connaîtra une fin atroce, dépecé par un commando de nettoyeurs. L'éditorialiste du Washington Post a-t-il été victime de ces critiques contre le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite? Il contrôle absolument tout. Il crée un environnement d'intimidation et de peur. Les Saoudiens sont réduits au silence. Jamal Khashoggi a-t-il été victime d'un crime d'État? Depuis 3 semaines, Istanbul est le théâtre d'un invraisemblable scénario d'espionnage, entre crise diplomatique et scènes d'horreur. Avec chaque jour des révélations fracassantes de la presse turque, de troublantes images de vidéosurveillance et des mensonges d'État. Tout commence le 25 septembre, une semaine avant la disparition. Ce jour-là, Jamal Khashoggi achète un appartement dans ce quartier, sur la rive européenne du Bosphore. Sur l'acte de propriété sont mentionnés 160 mètres carrés, 3 chambres, de quoi faire des projets avec celle qu'il aime. Elle s'appelle Atis Cengiz, turque, 38 ans, universitaire. Le couple souhaite se marier. 28 septembre, 9h23. Ils se présentent à leur mairie de quartier, viennent se renseigner sur les documents nécessaires au mariage. L'employé municipal demande aux journalistes une attestation de célibat. Jamal Khashoggi devra la demander auprès des autorités de son pays, l'Arabie Saoudite. Voilà pourquoi le 2 octobre, à 12h43,
le couple quitte sa résidence main dans la main. Direction le consulat d'Arabie Saoudite à 11 km de là. Dans moins de 2 heures, Jamal Khashoggi sera torturé, puis découpé. 2 octobre, 13h14. Jamal Khashoggi a rendez-vous au consulat pour retirer son certificat. Ce sont les dernières images de lui. « 4 heures plus tard, 17h33, devant le consulat, Atis, sa compagne, fait les 100 pas. Plus de nouvelles de son fiancé. Les employés du consulat lui certifient qu'il est parti depuis un long moment. Mais elle ne l'a pas vu sortir. Selon elle, Jamal est encore à l'intérieur. Elle donne l'alerte. Au plus haut niveau, prévient directement le cabinet du président turc Recep Erdogan. Car le président et le journaliste se connaissent bien. Les voici ensemble au palais présidentiel d'Ankara lors d'une interview le 4 octobre 2016. Alors, la police turque déclenche aussitôt une enquête d'envergure. 6 octobre, 4 jours plus tard, la presse turque affirme que Jamal Khashoggi est retenu prisonnier dans le consulat et elle demande sa libération. Le jour même, dans l'après-midi, les Saoudiens démentent, clament ne rien savoir de cette disparition. Pour preuve, le consul Mohamed Al-Hotaibi fait entrer la presse au consulat. Scène surréaliste. Le voilà qui ouvre ses placards aux journalistes pour assurer que Jamal Khashoggi n'y est pas enfermé. Je vous confirme que le citoyen Jamal Khashoggi n'est pas dans notre consulat. Il n'est pas non plus en Arabie Saoudite. Nous faisons tout notre possible pour le retrouver. Nous sommes très inquiets pour lui. Quand il prononce ces mots, le consul sait parfaitement que Khashoggi est déjà mort. Il aurait lui-même été témoin du meurtre. C'est ce que soupçonnent la police et la presse turque. Les dirigeants saoudiens eux-mêmes sont-ils en train de mentir à leur plus proche allié, le président Trump? Washington, 15 octobre. Je viens de parler avec le roi, il a nié avoir connaissance de quoi que ce soit. Il ne sait pas vraiment. Et je veux pas spéculer à sa place, mais il m'a semblé que... Enfin, ça pourrait aussi être des voleurs, des tueurs, qui sait? Istanbul, au même moment. Alors que Donald Trump prononce ces mots, les autorités turques n'en démordent pas. La police scientifique investit le consulat saoudien, le passe au peigne fin, convaincu que ses bureaux diplomatiques sont une scène de crime. « 17 octobre, coup de tonnerre à la une du quotidien Yeni Şafak. Le journal turc pro-gouvernemental dit avoir eu accès à un mystérieux enregistrement. 7 minutes d'horreur, l'exécution barbare de Jamal Khashoggi dans le bureau du consul. Derrière ces murs, le journaliste aurait été torturé par des agents saoudiens. Ses doigts auraient d'abord été découpés, il aurait ensuite été décapité, puis démembré. Pas d'interrogatoire, mais une élimination menée entre autres par un médecin légiste saoudien, Salah Al-Twaigi, que l'on entendrait dire dans l'enregistrement: quand je fais ce travail, j'écoute de la musique. Vous devriez le faire aussi. Selon le quotidien turc, dans l'enregistrement, on entendrait aussi le fameux consul s'écrier: faites ça dehors, vous allez m'attirer des problèmes. L'un des tortionnaires lui répondrait alors: si tu veux rester en vie quand tu reviens au royaume, tais-toi. La veille de ces révélations, le consul quitte précipitamment Istanbul pour regagner la capitale saoudienne. Istanbul, 10 octobre, 8 jours après la disparition. Nouveau scoop. Cette fois, c'est le quotidien Sabah qui diffuse les portraits d'une quinzaine d'hommes. Il s'agirait du commando venu d'Arabie Saoudite pour éliminer Jamal Khashoggi. Ses membres auraient atterri en jet privé le matin même de la disparition. Voici le chef supposé du groupe, Maher Abdulaziz Moutreb, l'un des responsables de la sécurité du prince Mohammed Ben Salman
On le voit arriver au consulat 4 heures avant Jamal Khashoggi. Ces informations, c'est Hilal Kaplan qui les a révélées. Elle est l'une des 300 journalistes du journal Sabah, réputée proche du pouvoir. Elle-même a été la plume du président Erdogan. Très bien informée depuis le début de l'affaire, elle nous accorde quelques minutes entre deux scoops. Après la disparition de Jamal Khashoggi, on sait que Moutreb, le chef du commando, a appelé à 4 reprises le cabinet du prince bin Salman. Cette information nous permet de comprendre à quel niveau les ordres ont été donnés dans le gouvernement saoudien. Maintenant, lui, là, c'est le médecin légiste qui faisait partie du commando. On le soupçonne d'avoir été chargé de démembrer Khashoggi, d'avoir découpé le corps en morceaux avec une scie. Les enquêteurs de police turcs pensent donc que s'ils sont arrivés avec ce légiste, c'est que le meurtre était prémédité. Ce n'est donc pas un interrogatoire qui a mal tourné. Vous savez, les membres de ce commando se sont présentés avec leur vrai passeport. Alors il était facile de les identifier pour nos forces de sécurité. C'est comme ça qu'on a pu publier leur nom. Et puis ils sont retournés dans leur pays, sans doute après avoir exécuté des ordres venus du plus haut niveau. Istanbul, retour au jour de la disparition. Selon CNN, cette fois, l'un des membres du commando aurait été chargé de jouer la doublure de Jamal Khashoggi. Même corpulence, même tenue, fausse barbe. Sorti par une porte annexe du consulat, il aurait déambulé dans Istanbul, comme pour brouiller les pistes, jusqu'à la Mosquée Bleue, l'un des principaux lieux touristiques de la ville, l'endroit idéal pour faire disparaître dans la foule ce faux Jamal Khashoggi. Là, la doublure se serait débarrassée de sa tenue, de sa fausse barbe, avant de regagner son hôtel, tout sourire. Riyad, 20 octobre. Acculées, les autorités saoudiennes font volte-face. Dans ce communiqué, elles reconnaissent finalement une rixe dans le consulat. Jamal Khashoggi y aurait effectivement perdu la vie. Mais elles ne disent toujours pas où se trouve le corps de la victime. Cette nouvelle version des Saoudiens ne convainc plus grand monde. Pas même Trump. Lui ne cache plus son agacement et ose à présent parler de mensonges. Jamal Khashoggi, victime d'un crime d'État? Pourquoi? Qu'a fait le journaliste pour devenir l'ennemi juré du régime saoudien? À l'été 2017, il quitte l'Arabie saoudite, s'exile à Washington. À 60 ans, plus qu'un simple journaliste, il est un intellectuel influent. Il dispose d'une chronique hebdomadaire dans les colonnes du prestigieux Washington Post. Il est régulièrement invité à délivrer ses analyses sur les plateaux télé et dans les conférences. Do you think the US will play in all of this? Number one, they should speak in one voice. I think the family and within the society and within the economy. Later he would say, oh, the Islamists and the Muslim Brotherhood, they have... Une vie d'expert bien remplie, des amis, souvent chercheurs, journalistes ou politologues. Parmi eux, Joseph Baou. À Washington, les deux hommes fréquentent les mêmes cercles, deviennent amis. C'est un homme, je crois, unanimement jugé comme bon, doux, etc. C'est quelqu'un de très drôle aussi dans la vie. À Washington, il y avait un petit milieu qui s'est créé autour de lui. Je faisais partie un peu de cette bande. On a fêté son anniversaire il y a quelque temps. Il a été à mon dîner de départ. Nous parlions de projets et d'autres. Il assistait à tous les colloques de tous les think tanks bien en vue à Washington. Donc c'est quelqu'un qui est complètement dans le paysage politique. Pour les Saoudiens, c'est une image très très familière. C'était pendant très longtemps le premier chroniqueur saoudien dans la presse arabe. Novembre 2017. Autour de la table, lors de ce traditionnel dîner de Thanksgiving,
Combien sont-ils parmi ses amis à connaître la face cachée de son existence, celle d'un homme menacé, sous surveillance, même loin de chez lui? Moi, je l'ai rencontré pour la dernière fois 1 mois avant cette histoire-là, ou 2 mois avant cette histoire-là. Je crois qu'il avait compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Je crois qu'il avait même compris que physiquement, il courait des risques. Il sentait que les autorités saoudiennes voulaient l'attirer dans le royaume pour l'arrêter. Sa femme avait été obligée de divorcer de lui. Ses enfants étaient en résidence surveillée. On lui avait mis sous séquestre tous ses biens. Le prince héritier lui a envoyé des messages un peu gentils, du genre rentre et on oublie tout, mais en fait il comprenait que c'était un peu une façon de le ramener pour faire de lui ce qu'on a fait de lui à Istanbul. Pour cet autre proche, la journaliste américaine Robin Wright, Jamal Khashoggi était une voix qui dérangeait de plus en plus. En août, il m'avait dit que le royaume voulait le mettre hors jeu. Pas forcément le tuer, mais le royaume ne voulait plus que Jamal soit la voix de l'opposition saoudienne à Washington. Je ne suis pas sûre qu'il ait bien mesuré les conséquences de ses prises de position et que le royaume irait le chercher où qu'il soit, dans le consulat d'un pays étranger. C'était juste inimaginable. À Riyad, ce qui irritait en haut lieu, c'est le franc-parler de Jamal Khashoggi et le fait qu'il cible directement dans ses critiques le prince héritier Mohammed Ben Salman, un crime de lèse-majesté. Jamal, vous avez récemment comparé votre prince héritier à Poutine ou au guide suprême iranien. Il aurait, dites-vous, créé une forme originale de dictature, c'est-à-dire... Pour moi, je le considère toujours comme un réformateur, mais il concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Et il serait préférable pour lui d'autoriser la critique de la part d'intellectuels saoudiens, d'écrivains, des médias saoudiens, pour débattre des questions les plus importantes pour transformer le pays. Le fait que le Washington Post publie ses chroniques, Mohammed Ben Salman le percevait comme une menace. Car Jamal était devenu la voix la plus forte dans le quotidien le plus influent de la capitale du pays le plus proche de l'Arabie saoudite. Une source d'inquiétude pour le royaume, et surtout Jamal osait s'en prendre directement au prince héritier lui-même, et pas uniquement à sa politique. Et je pense qu'il a franchi la ligne rouge aux yeux du prince. Il était critique contre la cour de conseillers qui sont autour de Mohammed bin Salman depuis 1 an. Et il était également très critique de la manière dont le prince héritier conduit la guerre qu'il a déclenchée au Yémen, qui est une catastrophe, qui est le Vietnam pour l'Arabie saoudite. Et donc sur ces quelques points-là, il était extrêmement virulent. Et il avait raison, en plus. Et donc ça faisait mal. Et c'est la raison pour laquelle Riyad, le prince Mohammed bin Salman, n'a pas voulu entendre davantage de critiques. Des critiques venues d'un homme issu d'une grande famille du royaume, proche du clan à la tête du pays. Jamal Khashoggi était un conservateur, un monarchiste même. Ça n'était pas quelqu'un qui voulait renverser le régime. Ce n'était pas un révolutionnaire opposant à la monarchie saoudienne. C'était un produit de la monarchie saoudienne. Il n'a toujours voulu que des changements graduels. Jamal Khashoggi était un Séoudien au sens patriotique, c'est-à-dire il était royaliste. Peut-être à la fin de sa vie, oui, je crois qu'il disait sans embâge, si MBS prend le pouvoir, l'Arabie est mal barrée. MBS, Mohammed Ben Salman, le prince héritier, qualifie cette affaire d'incident hideux. Lui et son père, le roi Salman, n'ont pas hésité il y a 2 jours à convoquer le fils de Jamal Khashoggi, un homme qui vit en résidence surveillée. Étrange mise en scène, devant les caméras, une poignée de main en guise de condoléances. Pendant ce temps, à Istanbul, les recherches continuent pour retrouver le corps supplicié de Jamal Khashoggi.
Un coup de chapeau pour terminer à Laurent Richard. Il a reçu le prix Europa du journaliste de l'année. C'est sa plateforme Forbidden Stories qui a été saluée. Son objectif est de reprendre les enquêtes de nos confrères tués ou emprisonnés. La première investigation sur l'assassinat d'une journaliste maltaise a été menée par 18 rédactions, dont celle d'Envoyé spécial. C'est la fin de cette émission. Ce reportage et beaucoup d'autres sont disponibles sur Internet et sur YouTube. Tout de suite, c'est Complément d'enquête. Avec vous, Jacques Cardoz.